Je suis aligné ou pas là? Clap, première. Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment démonter la boîte de sa Lancer Evo et comment changer son embrayage. Alors avant de se lancer dans la pratique, on va voir un petit peu de théorie. Vous le savez probablement, mais un embrayage, c'est une pièce d'usure. Au fur et à mesure de sa durée de vie, de son utilisation, il va avoir forcément une usure plus ou moins importante. L'usure va dépendre de plein de facteurs, la puissance moteur, l'utilisation de cet embrayage, et plein d'autres paramètres. Ça veut dire qu'au fur et à mesure de sa durée de vie, de son utilisation, l'embrayage va avoir de moins en moins de capacité à vous faciliter le passage de vitesse. La deuxième chose qui fait que vous pouvez remplacer un embrayage au-delà de l'usure, c'est tout simplement lorsque vous allez venir augmenter la puissance de votre voiture. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on augmente la puissance du moteur, l'embrayage n'arrive plus tout simplement à faire fusible entre le moteur et la boîte, et du coup vous avez ce qu'on appelle un patinage d'embrayage. Ça veut dire que vous allez accélérer, la voiture va monter dans les tours, mais la voiture ne va pas avancer si vite que ça. Vous allez avoir énormément de chevaux, mais en fait vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas plus vite qu'une Twingo. Alors du coup forcément on vient changer l'embrayage par des embrayages dits renforcés. Du coup c'est la deuxième cause qui fait qu'on vient remplacer un embrayage sur une voiture. Alors moi ici la voiture est entièrement d'origine, donc ça me concerne pas du coup la puissance moteur, mon embrayage fonctionne très bien, puisque de base j'ai déjà en fait un embrayage renforcé. Je sais que j'ai déjà un embrayage XCD qui est monté sur la voiture, malheureusement cet embrayage, j'ai ni sa durée de vie, ni son nombre de kilométrage. Je sais à peu près quand est-ce qu'il a été installé, et je sais à peu près le nombre de kilométrage quand il a été installé, et cet embrayage a plus de 10 ans et plus de 70 000 km. Aujourd'hui, j'arrive à un point où les vitesses commencent à avoir vraiment du mal à passer avec cet embrayage, et donc avant de casser ma boîte, je préfère changer l'embrayage. Mais puisque je vous dis que cette voiture est d'origine, pourquoi avoir mis un embrayage renforcé ? Bah, c'est la grande question. La plupart du temps, les personnes, lorsqu'ils viennent remplacer un embrayage, se disent si potentiellement, dans un futur proche, je viens augmenter la puissance de mon moteur, j'ai un embrayage qui sera déjà capable d'encaisser de grosses puissances. Mais dans l'idée, j'ai un embrayage bidisque et je vais remplacer mon embrayage par le même embrayage. Du coup, on va voir aujourd'hui ensemble les étapes pour démonter sa boîte de vitesse sur sa Lancer Evo de manière le plus propre possible et de manière la plus optimisée possible, éviter de démonter des trucs qui servent à rien, etc. C'est un process qui peut être un petit peu long, mais aujourd'hui cette vidéo qui est faite sur chandelle, c'est pour vous montrer que avec un petit peu de place chez vous, vous pouvez vous aussi faire tous les entretiens possibles et inimaginables sur votre voiture. C'est vraiment l'objectif que j'ai envie de montrer sur YouTube, c'est que avec un petit peu de place, on peut tout faire, même si on s'y connaît pas forcément. Bon, on a fini la théorie, on va pouvoir commencer la pratique, je pense que c'est pour ça que les gens sont présents, et malheureusement, beaucoup de boulot m'attend. Donc là, une des premières choses à faire, ça va être de démonter le pare-choc. Une fois qu'on aura sorti le pare-choc, on va pouvoir sortir tout le piping complet juste ici, et une fois qu'on aura sorti le piping, on pourra s'attaquer directement à ce qui est sur la boîte. On va pouvoir du coup sortir le pare-choc avant. Attention, bon là la voiture elle est levée, si vous avez encore le bocal de spray d'intercouleur, vous allez avoir une durite à enlever, et elle peut être un petit peu compliquée à enlever à une main, donc faites attention de ne pas faire tomber le pare-choc à cause de cette durite qui est encore branchée. Si vous avez plus ce réservoir là, vous n'avez pas de problème. On pense bien à enlever du coup le capteur de température d'admission d'origine, et on vient mettre le capteur de côté, et là on est prêt du coup à démonter le piping ici. Attention, si vous avez une dump valve qui est accrochée au piping, il va falloir enlever la durite qui va à la dump valve. Si vous avez votre batterie d'origine, pas comme moi, il est recommandé là maintenant d'enlever du coup la batterie ainsi que le petit support. Donc moi pour le moment j'en ai pas besoin, mais parce que du coup j'ai une batterie déportée. Mais si vous n'êtes pas dans le même cas que moi, c'est le moment du coup de démonter tout le bloc batterie pour être plus tranquille. Juste avant, on est venu démonter le piping de la voiture. Maintenant, ce qui va être important, ça va être de venir retirer du coup le fond plat d'origine en plastique, et ensuite on va pouvoir s'attaquer directement au cardan pour dévisser les écrous de cardan. Une fois qu'on aura sorti les écrous de cardan, on pourra venir tout simplement enlever la rotule du triangle qui tient la fusée, enfin le moyeu en fait, tout simplement de la voiture. Et une fois qu'on aura fait ça des deux côtés, on pourra s'attaquer
côté un petit peu boîte, commencer à enlever un petit peu tout ce qui est autour, et c'est là qu'on va pouvoir commencer vraiment le vif du sujet. Alors là, du coup, on va venir démonter le piping juste ici, parce que sinon, c'est quelque chose qui va venir nous déranger lorsqu'on va venir tout simplement enlever la boîte. Ça va être un petit peu dans le chemin, donc autant y enlever, ce sera plus pratique. Donc là, on va pouvoir venir enlever le collier, comme je vous disais juste là. Donc la douille de 12, et normalement, tu peux venir retirer l'échangeur sans trop de difficultés. Donc là, du coup, maintenant, on va venir enlever notre filtre à air. Donc rien de plus simple, on a juste les petits colliers au bout au niveau du turbo à enlever, la petite durite ici, la durite pour le solénoïde de wastegate, et on peut enlever notre filtre à air. Donc là, on va pouvoir continuer le démontage. On va pouvoir venir enlever tout ce qui est faisceau qui tient sur la boîte, parce que vous voyez probablement, il y a pas mal de petits faisceaux sur la boîte. On a cette grosse durite d'eau aussi qui est en plein milieu, mais ça va pas être gênant pour nous. Ce qui va être gênant, ça va être le faisceau qui est juste là, juste en dessous, qui est fixé, qu'on va devoir enlever du coup forcément. Et pareil, on va avoir du coup l'émetteur sur la boîte de vitesse à enlever. Donc on va pouvoir passer là-dessus. Donc là, je vais venir retirer le récepteur sur la boîte de vitesse. Voilà, vous, si vous n'avez pas besoin de le remplacer, évidemment, vous démontez juste cette pièce-là sur la boîte, l'émetteur sur la boîte, et puis vous êtes tranquille. Il y aura aucun problème une fois que vous le rebranchez. Il n'y aura pas besoin de le repurger, etc. Puisque vous n'aurez pas... vous n'aurez pas mis de l'air dans le système. Là, on va venir enlever du coup ce faisceau qui est juste là sur la boîte. Donc on appuie sur la cosse et il vient tout seul. Donc là maintenant dans l'idée, c'est on a enlevé le capteur juste là. On va pouvoir venir enlever ici aussi un morceau de faisceau qui tient sur la boîte avec une patte de fixation. Voilà, vous avez juste à appuyer, pareil, vous le tirez et vous pouvez sortir le faisceau juste au-dessus du renifleur de la mise à l'air, en fait, tout simplement de la boîte. Et là, voilà, ça y est, le faisceau est débranché. On vérifie bien qu'il bouge tranquillement, puisque quand on va venir sortir la boîte, il ne faut pas qu'on arrache le fil. Donc voilà, là c'est fait. Alors là, il va falloir enlever ici la petite agrafe qui vient maintenir la durite ici pour l'émetteur de boîte. On va pouvoir passer à l'arrière, puisqu'on va venir débrancher les câbles de vitesse. Et puis on va venir aussi enlever le capteur de vitesse. Et là, ça peut être une bonne idée de venir remplacer les cils en bloc qui sont présents ici. Moi, ils ont l'air d'être en plutôt bon état, mais les cils en bloc, en général, ici, peuvent venir s'user, et donc c'est le moment de les remplacer, puisque c'est facile d'accès. Voilà, petit update, je sais pas si vous allez réussir à bien voir, mais pour démonter le capteur de vitesse, enfin en tout cas sur la boîte, vous n'êtes pas obligé de l'enlever directement, parce que la cosse est un petit peu compliquée à enlever. Vous voyez, elle est juste là. Ce que je vous conseille personnellement, c'est de venir débrancher à ce niveau-là la cosse, du coup le faisceau en fait qui va directement au capteur de vitesse. Et vous voyez, une fois qu'on a démonté tout ça, donc ça c'est ce qui se branche ici, et ça c'est ce qui vient se brancher sur le capteur de marche arrière. Ça peut venir avec la boîte, vous pouvez le mettre de côté et il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, évidemment, ça va être tout simplement de venir vidanger la boîte, vidanger la boîte de transfert qui est juste ici, qui envoie la puissance au roue arrière. Et puis, une fois qu'on aura vidangé tout ça, on va pouvoir enlever les cardans. Donc pour enlever les cardans, il va falloir venir enlever le bras qui est juste là au niveau de la rotule. Je vous montrerai après un petit peu plus en détail. Donc il faut enlever ce bras là, on peut sortir les cardans et on pourra ensuite commencer le démontage de la boîte. Alors moi, ce que je vous conseille pour enlever les cardans, c'est d'utiliser un pied de biche et de venir au fond là-bas et le pousser, voilà, vous voyez, de la boîte comme ça. Ne tirez pas dessus, parce que là, si vous, je sais pas si vous allez bien voir, mais si vous tirez dessus à la main, à ce niveau-là, là, ici, en fait, il va se déboîter et vous allez déboîter la noix et vous allez, vous voyez, là le cardan il s'allonge, mais ici il ne bouge pas. Donc il faut bien venir le décaler de là-bas, sinon vous allez passer un mauvais quart d'heure. Donc là ça y est, on a pu démonter le cardan. Alors attention, il y a toujours encore un petit peu d'huile à l'intérieur du cardan ici. Donc là la vidange est faite, on va pouvoir remettre le bouchon et on va pouvoir venir du coup enlever le deuxième cardan
côté passager. Alors du coup, petit point rapide sur l'évolution de l'Evo, excellent. On a du coup, j'ai démonté les deux cardans, ça y est, ils sont démontés. Là maintenant, du coup, il nous reste juste, si je passe en dessous, à enlever cette barre ici qui fait support moteur. Donc là, vous l'avez vu, pour enlever du coup le cross member ici, donc le support moteur avant de boîte, on va dire, il faut enlever du coup la vis qui est ici, les deux vis qui sont juste là, et il faut enlever du coup ensuite la vis directement du support moteur juste ici. Ça doit s'enlever assez facilement. Ensuite on vient enlever le démarreur. Je vais vous montrer les vis, il y en a une de ce côté et une de ce côté au niveau de la boîte, donc ne vous trompez pas si vous souhaitez démonter le démarreur. Il y a une vis de ce côté et une vis de ce côté. Pensez à bien enlever aussi du coup la cosse plus qui arrive au niveau du démarreur, sinon vous n'allez pas pouvoir le retirer. Ensuite, on va enlever du coup les vis qui tiennent la plaque de protection de boîte. Je ne sais pas si vous le verrez bien, mais vous avez ensuite une vis ici à enlever. Et vous avez la même chose un peu plus derrière. Ensuite, pour que ce soit plus simple à démonter, ce que je vous conseille de faire personnellement, c'est d'enlever le passage de roue ici au niveau de la caisse, qui va vous permettre de voir la boîte, de pouvoir glisser la boîte de ce côté-là, parce que ici, vous voyez, la boîte, ça touche, vous risquez d'être gêné. Donc là, vous voyez, une fois enlevé tout ce que ça libère en place au niveau de la boîte. Donc là maintenant, pour venir sortir la boîte et désaccoupler la boîte de transfert et la boîte de vitesse, ce qu'il va falloir faire, c'est venir enlever juste ici le fameux barreau, l'arbre de transmission qui traverse la boîte de transfert et la boîte de vitesse. Pour ce faire, pour enlever ce barreau, vous allez avoir besoin de deux outils. Vous allez avoir besoin d'un marteau à inertie et d'une vis en M8 par 1,25 qui vient se visser directement dans le barreau juste ici. Donc alors pour ce faire, j'ai tout simplement pris une vis de culasse de Saxo, donc c'est du M8 par 1,25, donc c'est ce qu'il faut pour venir enlever ce fameux arbre. Et donc en fait, vous le voyez, je suis venu usiner un petit peu cette vis avec une meuleuse, de manière à faire deux encoches de chaque côté, de faire un rectangle en fait, qui me permet de venir avec mon marteau à inertie, de passer la vis à l'intérieur et de venir pouvoir venir tout simplement taper la vis. Moi ce que je vous conseille de faire, c'est de vous visser quand même un petit peu dedans, voilà, jusqu'à ce que ça vienne un peu bloquer, voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez venir passer votre marteau à inertie et venir le retirer. Alors voilà, du coup c'est bon, le barreau est enlevé, vous voyez comment ça se présente. En fait, vous avez juste ici un petit circlips qui vient en fait venir se coincer dans la boîte de transfert, et c'est ça qui relie en fait, j'imagine en tout cas, la puissance des roues avant aux roues arrière, enfin tu vois, qui envoie de la puissance aux roues arrière. Tout se base là-dessus, donc c'est un truc qui est plutôt costaud, et vous voyez c'est juste ici du coup qu'on vient venir mettre notre vis. Donc c'est bien du M8 par 1,25, et vous avez vu du coup la vis de culasse de Saxo, ça marche plutôt bien pour une fois que les trucs de Saxo servent. Du coup voilà, le barreau est démonté, c'est le plus gros ennemi du démontage d'une boîte d'Evo, c'est ce fameux barreau qui a tendance à pas forcément bien s'enlever. Alors moi je sais qu'il avait déjà été démonté auparavant puisque l'embrayage a déjà été changé sur la voiture, mais ça faisait un petit moment qu'il était coincé là-dedans, ça doit faire au moins 10 ans, et donc du coup de voir qu'il est sorti aussi facilement, c'est rassurant pour la suite du démontage. Donc là, du coup, on va voir ensemble comment retirer sa butée d'embrayage sur le système d'embrayage de la Lancer Evo, qui est un système de butée d'embrayage qui est un petit peu spécial, puisque c'est une butée d'embrayage qui vient tirer sur le mécanisme d'embrayage et pas qui vient pousser comme la plupart des voitures actuelles. Donc il y a une petite technique à avoir, vous allez avoir besoin d'un grand tournevis plat et de votre deuxième main qui va venir tout simplement tirer sur votre fourchette d'embrayage.
Donc la fourchette, tout simplement, qui vient actionner la butée sur le mécanisme d'embrayage. Et lorsque vous venez tout simplement tirer sur la fourchette de manière à pousser la butée contre le mécanisme, vous pouvez passer votre tournevis plat entre la petite collerette de la butée et la butée en elle-même et faire tout simplement levier avec votre tournevis plat en le tournant, tout simplement. Je vais vous le montrer avec une vidéo juste ici comment faire. Vous voyez, vous poussez le tournevis au milieu, vous poussez la butée et vous tournez votre tournevis et la butée se déclipse. Là vous voyez avec la fourchette comment ça se passe, ça vient tout simplement appuyer sur la butée, sur le mécanisme, et avec le tournevis vous tournez pour venir tout simplement la déclipser. Là je vous montre directement sur la voiture parce que c'est toujours plus facile à l'extérieur que sur la voiture. Là on voit qu'avec son tournevis plat on vient pousser cette fameuse petite collerette en métal entre justement le mécanisme et la butée d'embrayage, et avec notre main juste ici on va venir tout simplement tirer sur la fourchette pour venir tout simplement faire pression, vous le voyez juste ici, sur notre butée, et avec notre tournevis plat on tourne pour pouvoir venir faire levier et déclipser tout autour la butée du mécanisme. Comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais une fois que vous avez la technique, je peux vous assurer que c'est hyper facile. Prenez votre temps puisque c'est une étape qui est très compliquée et qui peut vous coûter très cher si jamais vous ratez. Vous le verrez un petit peu plus tard du coup en fin de vidéo, mais une butée c'est quand même aux alentours des 100 €, donc c'est pas rien si jamais vous êtes un petit peu short niveau budget, et donc il faut y prendre en considération. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est de faire attention, de prendre votre temps et vous allez y arriver. Donc là, maintenant qu'on a réussi à enlever la butée d'embrayage, la déclipser, ce qu'on va faire, c'est venir enlever la boîte de transfert à la boîte. Donc vous avez deux petites vis ici qu'il va falloir enlever. Et ensuite, évidemment, vous en avez en dessous. Vous avez celle-ci, celle-ci et celle-ci à enlever. Donc vous avez un total de 5 vis. Et puis, vous pouvez sortir la boîte de transfert directement de la boîte. Donc là, désormais, maintenant que notre boîte de vitesse est séparée du T-case, de la boîte de transfert qui est tout au fond là-bas, dans l'idée, ça va être de venir tout simplement enlever le support moteur juste ici pour venir enlever tout le bloc ici du support moteur. Bon, là, il y a beaucoup de fils. De venir enlever tout simplement les vis du support moteur pour pouvoir venir enlever le support moteur comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est mettre évidemment pour le moment aussi un cri en dessous là de la boîte pour vous permettre de ne pas avoir trop de poids qui appuie sur le support moteur pour enlever cette vis là. Sinon autrement, là vous n'allez pas réussir à l'enlever. Donc là je vais mettre un deuxième cri au niveau de la boîte pour le moment pour maintenir la boîte, et ensuite on pourra venir descendre le cri, ça fera descendre la boîte. J'ai une tige filetée qui est restée dedans. Donc là en gros je viendrai retirer tout ça que lorsque j'aurai tout simplement commencé à descendre la boîte avec le cri. Là vous voyez pour le moment si j'essaie de le retirer, ça vient toucher au niveau de la boîte, il reste pas grand chose mais ça vient coincer au niveau du support moteur sur la caisse et je peux pas l'enlever. Sinon j'aurais été tranquille si les 4 étaient venus. Donc là le support on l'enlèvera bien tout à l'heure, il faudra y penser. Là maintenant on peut du coup attaquer le support moteur qui est tout au fond derrière, là-bas, qui lui est un petit peu plus compliqué à enlever. Voilà, vous le voyez peut-être, on le voit ici, on l'aperçoit. Donc ce support là, pareil, il va falloir le démonter, il va falloir le desserrer. Bon alors là je sais pas si vous allez voir grand chose, mais il y a la vis du support moteur qui est juste là, qu'on va devoir aussi venir desserrer à l'arrière. Là du coup moi j'ai passé dessous, et par dessous avec une clé plate je vais pouvoir le tenir parce que là actuellement la vis tourne. Une fois que vous avez réussi à enlever la vis du support moteur qui va juste derrière ici, ça peut être très compliqué à enlever. Ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un cri pour soutenir la boîte en dessous et essayer de jouer avec la hauteur de haut en bas. Maintenant qu'on a enlevé la vis principale qui passe tout simplement dans le support, il va falloir qu'on enlève les deux vis qui tiennent le support en métal complètement. Donc là pour enlever ça c'est simple, vous avez une vis juste ici et vous avez la même juste en dessous. Ça peut être un petit peu compliqué à enlever mais honnêtement ce sera plus simple si vous enlevez ce support. Donc là pour rappel on a du coup une vis juste ici, on en a une qui est juste en dessous là, vous le voyez peut-être ici, il y en a une ici, vous en avez une qui est juste là au niveau de mon doigt. Et puis ensuite c'est tout en dessous. Donc après en dessous on a cette vis là à enlever qui est juste au-dessus du démarreur.
Et donc là, normalement, on va pouvoir venir baisser la boîte de vitesse en toute tranquillité, en ayant bien fait attention de retirer tout ce qui est fil, etc. Donc là, normalement, si je viens desserrer ici, donc là, normalement, voilà, on peut retirer le support de boîte, qui est bien dégueu. Et là, normalement, la boîte devrait sortir de son emplacement par rapport au moteur, en venant décaler tout ça. J'ai pas envie de vous mentir. La boîte est enfin sortie de l'Evo, ça y est, avec un petit peu de difficulté. Avec les joies du montage, on pourrait croire que ça a pris 2 secondes. On est actuellement le 1er février. J'ai attaqué le démontage de la boîte le 27 janvier. La dernière partie de la vidéo que vous avez vue juste avant celle-ci, où je vous dis, bah là, il suffit juste d'enlever la boîte, il faut sortir la butée et c'est tout bon. C'était le 29 janvier, soit il y a 3 jours en arrière. Ouais. Alors là, du coup, on va pouvoir venir démonter notre mécanisme d'embrayage. Donc dans un premier temps, on va enlever les vis qui viennent tenir le mécanisme d'embrayage. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis à enlever. Une fois qu'on a enlevé ces 6 vis, on aura accès à l'embrayage. Donc je vais vous montrer, je ne sais pas si vous verrez bien, mais ce sont des vis, pour le coup là, qui ont une tête Allen, qui ont tendance à foirer très rapidement, donc faites attention. Et surtout, normalement, c'est pas serré extrêmement fort, mais il se peut que parfois, les gens ne serrent pas au couple, et donc vous vous retrouvez avec des serrages au niveau de ces vis très fragiles, beaucoup trop élevés, et donc du coup, vous allez foirer les vis. Pendant qu'on enlève les vis, on vient tenir le mécanisme d'embrayage, puisqu'il risque de tomber. Et voilà. Et donc là, on peut enlever notre plateau d'embrayage, notre mécanisme d'embrayage. Donc là maintenant, on se retrouve avec un cas un petit peu particulier, puisque moi j'avais un embrayage bidisque, comme vous le savez. Donc là, on va avoir un système qui va être un petit peu différent des systèmes d'origine. Si vous aviez un système d'origine, vous n'aurez pas cette pièce dans un premier lieu, et vous n'aurez pas tout ce qui va suivre en dessous de cette pièce, puisque forcément, moi c'est un bidisque, donc j'ai 2 disques d'embrayage, donc il y a forcément une partie en plus que vous n'aurez pas. Donc ensuite, vous avez le premier jeu de disques avec le petit plateau qui va avec. Et vous, si vous avez un embrayage normalement d'origine, vous allez vous retrouver juste après cette étape-là, donc juste après le plateau intermédiaire. Donc là, vu que c'est un bidisque, moi j'ai ce plateau-là que je vais venir enlever. Et donc en fait, vous, si vous aviez un embrayage d'origine, quand vous auriez enlevé le mécanisme d'embrayage, vous vous seriez retrouvé comme ceci, avec le disque. Donc là, on enlève le disque et on a le volant moteur. Et donc là, du coup, douille de 17, et on devrait pouvoir venir enlever les vis du volant moteur. Alors, il se peut que ce soit trop serré, donc avec la P2, ça va peut-être pas y aller. Et donc là, avec le cliquet télescopique, on devrait pouvoir venir réussir à enlever nos vis. Il va falloir venir caler le moteur pour éviter tout simplement que lorsqu'on desserre, le moteur tourne avec le volant moteur. Donc là, voilà, ça y est, on a démonté notre volant moteur. Il est là. Tout est enfin sorti. Alors là, c'est un volant moteur qui est un petit peu spécial, puisque vous voyez, c'est un volant moteur qui est prévu pour avoir du coup 2 disques d'embrayage. Normalement, un volant moteur, vous n'avez pas ces petites tablettes ici qui viennent tenir le mécanisme. Mais dans l'idée, voilà le volant moteur que vous aurez sur votre voiture. Alors là, c'est un volant moteur qui est allégé. Il est très très léger comparé à celui d'origine, mais vous aurez à peu près la même chose. Vous pouvez le voir, du coup, au niveau des marquages ici, l'embrayage quand même a quelques traces. Alors honnêtement, on sent un tout petit peu des ondulations avec le doigt. Je pense que là, clairement, si j'avais voulu remonter cet embrayage, il aurait fallu que je fasse tout simplement un resurfaçage, puisque on sent vraiment les vagues dans le plateau du volant moteur, là où l'embrayage vient faire appui, et ça craint un peu. Honnêtement, voilà. Là, je sens vraiment des petites vagues un peu de partout. Donc je suis content du coup de ne pas remonter ce volant moteur là.
parce que clairement là, il était pas très joli. Donc là, on voit que le premier disque, le plus proche, du coup, du volant moteur, il était pas en si mauvais état. Bon, il reste plus énormément de garniture, mais honnêtement, il était encore usable, celui-ci. C'était pas le plus endommagé, honnêtement. C'était celui qui était en meilleur état. Ensuite, on a le fameux plateau intermédiaire, moi j'appelle ça, celui qui vient se placer du coup entre le premier et le second disque. Pareil, vous voyez, il a énormément chauffé. Donc du coup, pas top de remonter ça comme ça. Avec le doigt, on sent pareil des petites ondulations. Et surtout, là, il a une petite lèvre assez importante en termes d'usage. Donc c'est là où il y avait le premier disque, le disque 1. Là, c'est là où il y a le disque 2, donc celui qui est le plus près du volant moteur. Et pareil, il a cette petite nervure ici. Donc ça a beaucoup chauffé, ça se voit. Et voilà, il était usé jusqu'au bout, cet embrayage. Là maintenant, on a le disque d'embrayage principal, le premier, le premier, hein, le plus près de la boîte. Vous le voyez derrière, ça allait à peu près en termes d'usure, mais lorsqu'on le retourne, c'est là que l'horreur arrive. On voit clairement que là, il n'y a plus de garniture. Là où c'est brillant, c'est vraiment qu'il n'y a plus du tout de garniture. Là, il en reste un tout petit peu. Là, ici, là, on est sur le disque métallique directement. Il n'y a même plus de garniture. Là, il n'y en a quasiment plus. Avec le doigt, ça se sent même plus. Là aussi, enfin voilà, ce disque d'embrayage, le premier, il a été énormément utilisé et c'est pour ça que mes vitesses ne passaient plus correctement. Donc il était grand temps de le changer, ça se voit. Et pour le coup, je suis assez content d'avoir quelque chose d'assez visuel qui me confirme que c'est bien l'embrayage qui me posait problème pour passer les vitesses. Ensuite, on a du coup le plateau qui vient compresser les deux disques et le plateau du milieu. Celui-ci, pareil, il a énormément chauffé. On voit même des couleurs bleutées ici qui montrent que ça a beaucoup chauffé. Pareil, hein, la piste est très ondulée. Et puis, on a une sacrée nervure à ce niveau-là, au niveau du plateau. Donc, content de ne pas remonter ça non plus. Là, vous voyez, la partie arrière aussi, ça a énormément chauffé. Donc là, on voit que l'embrayage, à un moment, quand même, il a chauffé. Alors, c'est probablement dû à une grosse utilisation, une utilisation intensive, mais ça peut être aussi, par exemple, des bouchons, ou quand on est dans les embouteillages, on a le pied trop longtemps sur l'embrayage, ça vient faire chauffer. Et voilà. Je pense plutôt que là, c'est le circuit qui l'a fait bien chauffer, puisque c'est une voiture qui a fait beaucoup de circuits, c'est un setup qui a fait beaucoup de circuits, et je pense que c'est l'une des causes qui a fait que cet embrayage chauffe énormément. Ok, alors ça y est, du coup la boîte est démontée. J'ai reçu du coup les pièces neuves pour remonter l'embrayage. Ça y est, après 2 semaines d'attente au total, on va pouvoir remonter du coup la butée d'embrayage et tout le système qui va avec ça. Donc je vais vous montrer comment on fait, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et surtout tout ce qui est coupe de serrage, etc. pour resserrer ça correctement. Donc c'est parti, on va remonter la butée d'embrayage. Let's go! Donc du coup, on vient penser à bien ajouter un tout petit peu de graisse, évidemment ne pas trop en mettre, il faut faire très attention ici, de ne pas venir mettre trop de graisse sur les éléments autour de l'embrayage. Pourquoi? Parce que vous savez, si la graisse tout simplement est amenée à se poser sur la queue ici de sortie de boîte, ce qui va se passer, c'est que vous allez venir projeter de la graisse sur votre embrayage, sur vos disques d'embrayage, et je vous fais pas de dessin. Un embrayage qui est graissé, c'est un embrayage qui va pas fonctionner correctement, qui va patiner. Donc là, du coup, comme j'ai dit, on vient mettre la butée, et la butée, pardon, vient s'installer comme ça dans la boîte avec les petits crochets en avant et la partie plate de la butée contre la boîte. Donc il faut vraiment que vous ayez cette partie-là vers l'embrayage et cette partie-là contre la boîte. Donc là, on prend ça, on l'insère, elle devrait y aller assez facilement, vous voyez, et elle devrait tourner assez librement aussi. Donc là maintenant, on va pouvoir remonter la fourchette d'embrayage, donc celle-ci. Attention au montage, vous voyez ici, vous avez un petit trou qui va vous permettre tout simplement de venir mettre le mécanisme qui va venir pousser l'embrayage lorsque vous allez appuyer sur la pédale. Donc si vous réfléchissez bien, il va falloir mettre ce petit trou du côté extérieur de la boîte, donc déjà passer ici, mais surtout qui pointe vers l'autre côté du moteur. Donc il faut monter la fourchette d'embrayage comme ceci. Il est conseillé de venir graisser les pieds de la fourchette juste ici, qui vont venir s'enquiller dans la butée, de manière à ce que tout ça puisse bouger un petit peu plus librement. Donc là, on va bien faire attention à comment on remonte tout ça, et normalement, on devrait pouvoir venir
en jouant sur la butée, la placer. Donc là, vous voyez, je suis placé à peu près dedans. Vous voyez, j'ai mis un petit peu de graisse autour, donc je vais venir essuyer. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir venir remonter l'axe sur, tout simplement, la butée, sur la fourchette d'embrayage. Donc là, on vient venir faire descendre notre axe dans son emplacement. Il va falloir venir faire attention, c'est qu'il va falloir venir remonter, du coup, le ressort. Donc j'en profite juste pour vous montrer, du coup, comment les ressorts viennent se placer au niveau du système de butée. Voilà, c'est comme ça qu'ils viennent se mettre. Donc faites bien attention à comment vous allez les remonter aussi. Donc là maintenant qu'on est venu remettre notre axe, on voit que la fourchette bouge bien dans son emplacement, la butée aussi. On va venir resserrer du coup la vis qui vient tenir l'axe juste ici. Et puis ensuite on viendra tout simplement serrer les ressorts à leur emplacement. Donc cette vis, pour ceux qui veulent savoir, elle est à serrer à 10 Nm de couple. Comme je vous ai dit, 10 Newton, c'est pas beaucoup, ça va très vite, donc faites attention. Et on va pouvoir venir, du coup, mettre les ressorts. Donc là, pour ce qui est de la partie avec les ressorts, moi, ce que je fais, tout simplement, c'est que je viens prendre soit tout simplement ma main et je viens m'aider avec la butée comme ceci. Vous le voyez. Si vous avez assez de force dans les doigts, ça devrait y aller. Et une fois que c'est mis en place, voilà, vous avez le retour butée automatique, entre guillemets, qui vient repousser, en fait, tout simplement, votre butée dans son état initial. Donc là, du coup, ça y est, on va pouvoir attaquer une nouvelle étape, et ça va être du coup de remonter enfin le nouveau volant moteur, si vous le changez, avec du coup les nouvelles vis qui vont bien. Il faut savoir, lorsque vous venez changer un volant moteur, il est fortement recommandé de changer ces vis de volant moteur qui vont avec, puisque c'est le genre de vis qui se monte qu'une seule fois et qui se serrent qu'une seule fois. Une fois que elles ont été serrées, elles ne doivent plus être remontées. Voilà, en tout cas, c'est ce qui est conseillé. Vous allez avoir besoin, avec ces nouvelles vis, si vous aussi vous changez votre volant moteur, de Loctite, de frein filet. Là, c'est du bleu parce que j'avais que ça, malheureusement. Je vous conseille, si vous trouvez de la rouge, de mettre de la rouge. Moi, j'ai de la bleue, c'est pas grave, on mettra un petit peu plus de bleu que prévu. Et puis, on va pouvoir du coup remonter le volant moteur qui fait partie du kit avec l'embrayage. Une fois qu'on aura remonté le volant moteur, on pourra remonter tranquillement l'embrayage et le centrer comme il faut pour que on puisse ensuite remonter la boîte sur la voiture. Donc là, juste si je peux me permettre une petite remarque, les pièces sortent du coup d'usine, il se peut qu'il y ait un petit peu de graisse dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les nettoyer avec du nettoyant frein et du papier pour venir essuyer tout ça. Attention de ne pas en mettre de partout. On va pas par exemple enlever la peinture qui nous indique où l'embrayage a été équilibré. On va venir nettoyer en fait tout simplement la piste ici qui vient accueillir les disques directement d'embrayage. Donc pour ce faire, on prend du papier, rien de plus simple. Et regardez, c'est tout neuf et pourtant c'est déjà très sale. Et du coup, on n'oublie pas, les vis aussi, elles sont à dégraisser parce que de base, elles sont un petit peu graissées. Je sais pas si vous le verrez dans le sachet, elles sont un petit peu grasses. Donc, il faut bien penser à les dégraisser avec du nettoyant frein pour qu'on puisse ensuite venir appliquer le frein filet dessus pour pouvoir les remonter correctement. Voilà, donc pensez-y bien, il faut aussi dégraisser les vis du volant moteur.
Donc évidemment, c'est livré avec des instructions en anglais et en japonais, et donc on voit que la séquence de serrage des 7 vis, bon là c'est 8 puisque c'est un exemple pour Mazda, on voit bien que c'est une étoile, donc on va reprendre le même pattern, mais pour notre voiture juste là, donc dans l'idée c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on va faire en fait une étoile de la même manière en utilisant ce schéma-là. Et du coup, ces vis-là d'origine viennent, vous le voyez, se serrer à 132 Nm de couple. Donc voilà, vous mettez 132 Nm et vous venez les serrer dans cette étape-là. Avant de les serrer au couple, on va d'abord les rapprocher le plus possible à la main ou avec un cliquet de manière étoilée. Et ensuite, on viendra les serrer au couple en étoile. Donc là, ça y est, on a réussi à monter notre volant moteur, il est serré au couple, c'est parfait. On va pouvoir remonter le reste de l'embrayage. Si vous regardez sur la documentation qui vous est fournie avec l'embrayage, on a du coup tous les différents ordres des pièces qu'on va devoir réinstaller et ils vous mettent des indications juste ici. Alors vous inquiétez pas, je vais vous les donner en français, ça vous évitera éventuellement ceux qui ne comprennent pas le japonais ou l'anglais de pouvoir y monter correctement. Il n'y a rien de très compliqué, vous verrez. Il faut juste faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et tout est indiqué sur les pièces en fait pour pouvoir les remonter. Donc c'est parti, on va remonter les pièces, let's go. Et donc le premier disque avec lequel on commence, c'est le disque DM13B, celui qui est indiqué disque côté volant moteur. Vous avez des petites indications juste ici qui vous montrent tout simplement comment doit être installé cet embrayage. Donc là, du coup, on va venir monter ce disque-là en premier sur le volant moteur, et puis ensuite, on va pouvoir venir installer la suite des pièces. Après, du coup, avoir installé ce premier disque, on a du coup ce fameux plateau intermédiaire qu'on vient installer aussi. Pensez aussi à bien le dégraisser face avant et face arrière, puisque les disques viennent des deux côtés. Et surtout, faites attention toujours à cette petite marque bleue que vous avez sur le volant moteur, que vous avez sur les différentes pièces de l'embrayage, qui montre tout simplement l'équilibrage qui a été réalisé sur l'embrayage. Donc vous voyez, j'ai une marque bleue ici, et si vous êtes attentif, j'ai une petite marque blanche ici aussi. Donc faites attention à quand vous le remontez, de ne pas vous tromper. Et au niveau du sens de celui-ci, je vous montrerai en gros plan exactement dans quel sens il vient s'installer pour pouvoir le mettre directement sur la voiture. Donc là maintenant, on va pouvoir monter tout simplement le deuxième disque d'embrayage qui indique Transmission Side sur les deux textes. Ça veut dire que c'est le disque le plus proche de la boîte de vitesse, et de ce côté, c'est le côté boîte de vitesse. Donc ça veut dire que le disque se met comme ceci et pas comme ceci. Donc ça, du coup, c'est ce disque-là qui vient se mettre dessus, et puis ensuite on peut venir mettre les autres disques. Attention, petite particularité sur le disque DA et sur les deux disques que vous allez installer, il ne faut pas que vos encoches soient au même endroit. Ça veut dire que votre embrayage, votre disque d'embrayage, le premier disque doit avoir les fentes, lui, qui ne sont pas pointées au même endroit que le deuxième disque. Ça veut dire que là, si mon premier disque il est installé comme ceci, il ne faut pas que mon deuxième disque ait les fentes placées au même endroit. Il faut que les fentes soient décalées, donc ça veut dire que si mon premier disque est installé comme ça, il faut que tout simplement mon deuxième disque, je l'installe comme ceci, de manière à ne pas avoir les encoches au même endroit. Voilà, c'est ce qui est conseillé, c'est ce que tout le monde fait. Donc voilà, on va faire la même chose et c'est ce qui a l'air de fonctionner. Et puis c'est monté comme ça aussi d'origine. Quand on le démonte, les disques ne sont pas alignés au niveau des encoches. J'imagine c'est pour que, en fait, tout simplement, on est sur les deux faces, avec les deux faces, tout simplement, une friction complète sur le disque. Donc là, notre outil est bien usé pour être centré. Nos disques tiennent, on va pouvoir remonter le plateau en faisant attention du coup toujours au petit marquage blanc et au petit marquage bleu qui est indiqué dessus. Donc petit marquage bleu, moins vers le haut, marquage bleu, hop, vers le haut. Voilà, marquage blanc avec le marquage blanc. Ensuite, la fameuse petite plaque du milieu. Voilà. Et ensuite, évidemment, on a le plateau principal juste ici. Et donc pareil, on aligne du coup les marquages bleus avec les marquages bleus. Bien attention de ne pas tout faire bouger. On s'aligne et les vis devraient s'enquiller sans aucun problème.
Je précise bien sans aucun problème, c'est-à-dire que là, honnêtement, pour les mettre ici, vous voyez, je ne force absolument pas, je le fais avec la force des doigts. Donc clairement, il faut que vous puissiez, vous aussi, y serrer avec les doigts. Et donc là, du coup, comme je disais, vous devriez pouvoir les serrer assez facilement. Donc là, encore une fois, c'est quelque chose que vous venez serrer plus ou moins en étoile. Voilà, progressivement, les unes après les autres, sans forcément trop forcer. Si vous voyez que vous avancez un peu trop d'un côté, eh bien, décalez-vous de l'autre côté, serrez, et vous verrez que ça viendra petit à petit tout seul. Ces vis-là viennent se serrer, si je ne m'abuse, à 27, entre 27 et 29 Nm de couple. Donc voilà, on va faire en sorte de serrer ces vis-là à 27 ou 29 Nm de couple. Et donc pareil, on va venir fonctionner en étoile de manière à appliquer la pression de manière la plus équilibrée possible sur l'intégralité du plateau presseur. Et donc à la dynamo, ça devrait aller assez vite. Voilà, et de 1, 2, et voilà, notre embrayage est monté. It's all fun and games till the money's out. It's all fun and games till I call you out. It was all fun and games till you ran your mouth. Ok, alors du coup, je sais pas quand est-ce qu'on s'est quitté pour la dernière fois. En tout cas, ça y est, j'ai réussi, j'ai fait ça en plusieurs fois. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu l'installation complète de la boîte, parce que j'ai fait ça en 2 fois. J'ai fait une première partie avec mon père pour pouvoir la poser sur le berceau. Et ensuite, une fois que je l'ai posée sur le berceau, je me suis débrouillé tout seul pour l'enquiller seul du coup. Donc là, on voit, elle est bien fixée. Donc j'ai mis la première vis ici, j'ai mis la vis en dessous. J'ai mis celle-ci aussi, et j'ai mis celle qui tient la boîte par derrière au niveau du moteur. Je vous montrerai juste après. Là maintenant, vous voyez, on n'a plus qu'à venir décaler au niveau de notre butée d'embrayage, faire rentrer la butée dans le mécanisme d'embrayage. Donc je vais essayer de vous montrer comment ça marche. Voilà, si je vous mets comme ça la butée dans le mécanisme en tirant tout simplement sur la butée pour la décaler là-bas. Donc il faut appuyer fort pour la faire rentrer complètement, vous voyez, dans le mécanisme. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc là, en me mettant par-dessous avec de la lumière, coucou, je vais pouvoir venir avec la main appuyer ici et voilà, enquiller la butée. Donc là, pour tester notre embrayage, il ne nous reste plus qu'à remonter notre mécanisme ici au niveau de la butée, et avec tout simplement la pédale d'embrayage dans la voiture, on devrait tout simplement avoir tout simplement une sensation à la pédale qui est naturelle et qui est, on va dire, entre guillemets, d'origine. Donc là, on vient le serrer. Moi, je vais changer le mécanisme. Vous voyez le truc, parce qu'il est tout rouillé. Donc je vais venir le changer. Pourquoi je le change pas maintenant? Parce qu'il est purgé, donc je sais qu'il fonctionne. Donc pour tester mon embrayage tout de suite, c'est quand même plus simple. Tout de suite, je vois s'il y a un problème ou pas. Voilà, c'est pour ça que pour le moment, je ne change pas le mécanisme, et j'y sers pas au couple non plus. Voilà, pour tester. Ok, donc là, je suis dans la voiture. On va essayer avec la pédale. Mais non, mais imagine, imagine là, ça casse, imagine, il se passe rien, oh non. Et j'ai une sensation à la pédale. Ah putain, ça a l'air de marcher. Oh là là. Attendez, je vais vous éclairer. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai une pédale d'embrayage. Ça a l'air pas mal. Oh là là, vous imaginez pas à quel point c'est un soulagement, parce que il faut comprendre une chose, c'est que un embrayage sur une Evo, c'est quand même pas rien. C'est quelque chose quand même qui est assez difficile. C'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. Et de réussir à le faire, moi, dans mon garage, entre guillemets, presque tout seul, j'ai eu un peu d'aide de mon père, et franchement, je suis juste trop content. Vraiment, si ça marche vraiment, je suis tellement heureux, vous imaginez même pas.
à quel point je suis fier de moi si j'arrive à avoir remonté l'embrayage tout seul. C'est autant je l'avais fait sur d'autres voitures, je l'avais fait sur la Saxo, etc. Pour ceux qui suivent les vidéos depuis un petit moment. Mais jamais sur une Evo, jamais sur un 4 roues. Là, il y a plein de petites spécificités, plein de petites choses à faire dont je n'avais pas connaissance, en fait. Et là, voir que ça y est, j'ai fini et ça a l'air d'être bon. Je suis tellement content, vous imaginez pas à quel point. Donc, j'ai réussi à filmer normalement l'embrayage, regardez. Ce qui va se passer, voyez, je tire bien tout le mécanisme avec mon pied. Donc ça veut dire que l'embrayage fonctionne. Donc ça c'est cool. Maintenant il reste quelques trucs à faire. Donc là ça y est, l'embrayage du coup est remonté. Il a l'air d'être bien fonctionnel. Donc ça fait plaisir. Maintenant évidemment il nous reste à resserrer les vis de boîte au couple et à venir remonter tout ce qui est autour, tous les périphériques autour. Donc les supports moteurs, évidemment la boîte de transfert. Bref, tout dans l'autre sens du démontage. Donc là, je vais vous donner tous les couples de serrage pour chaque vis pour que vous puissiez remonter tout simplement votre boîte et votre boîte de transfert de manière la plus sereine possible. Voilà, tout simplement, comme ça, vous aurez directement les valeurs d'origine et il n'y a pas d'embrouille. Donc là, dans un premier temps, on va venir remonter le moteur et la boîte pour venir tout simplement mettre le support moteur côté boîte en place pour qu'on puisse ensuite venir mettre le support moteur à l'arrière de la boîte. Du coup, les écrous qui sont ici sur la boîte, c'est serré à 47 Nm de couple d'origine. Donc on va venir serrer tout simplement ces écrous à 47 Nm de couple. Pour ce qui est de l'écrou qui tient le support moteur ici, on est à 82 Nm de couple. Ensuite, chaque vis de boîte qui est sur la cloche, c'est 48 Nm de couple aussi. Voilà. Donc là, juste attention, il y a cette vis, la plus grande vis que vous allez avoir avec les vis de la boîte de transfert qui est extrêmement grande. C'est la vis qu'il faut surtout pas perdre et c'est la vis qui vient maintenir la boîte avec le différentiel central. C'est une vis vraiment qu'il faut bien mettre de côté parce que si vous l'avez pas, vous pouvez pas finir l'installation. Voilà, donc ne perdez pas cette vis là, ne la confondez pas avec celle du support moteur. Et voici les autres petites vis qui sont à installer. Celle-ci, elle se met en haut au niveau de la boîte, donc je vous montrerai ça. Toutes celles-là, les petites vont en fait directement sur la boîte de transfert. Celle-ci passe d'abord côté boîte, puis va à la boîte de transfert. Donc là, on peut commencer à approcher quelques vis. Alors, moi, ce que je fais, là, vous voyez, je ne suis pas encore parfaitement à 100% entré dans la boîte de vitesse. Ce que je fais, c'est que je viens légèrement visser quelques vis de manière à venir juste me centrer par rapport à la boîte et au différentiel central qui ensuite me permettra de venir me recaler correctement dans la boîte au niveau du pin. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais en plusieurs fois. Ensuite, on a deux vis ici qui viennent se mettre par le devant du différentiel sur la boîte. Donc là, toutes les vis du différentiel, c'est 69 Nm de couple d'origine. Donc on va les serrer évidemment à 69 Nm. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens m'assurer déjà qu'elles soient bien en face, sans forcer. Voilà, je les ai déjà un peu serrés au-dessus. On va resserrer un petit peu en bas. Ça a tout été fait à la main, donc c'est normal que ce soit pas forcément hyper bien serré. Voilà, et là, on va pouvoir y aller. Vous voyez, c'est très faible, 69 Nm. Donc ça va très vite. Donc faites attention de pas trop justement les serrer. Parce que 69 Nm, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on ne le pense. Et parfois, on peut rapidement faire des dégâts. Donc là, en faisant des rallonges, on a pu réussir à tout resserrer ce qu'il y avait aussi là-haut.
la petite vis de la YC aussi. Voilà, donc là tout est remonté au couple, on voit bien que le pont il est bien en face, donc c'est nickel. Donc du coup pour ce qui est de la vis du démarreur, on est à 30 Nm de couple en serrage d'origine, donc c'est plutôt faible. Voilà, on n'a pas forcément besoin de venir énormément y serrer. Voilà, donc 30 Nm de couple. Donc on a une première vis ici et on a une vis juste derrière de ce côté-là. Et donc la deuxième vis du démarreur est juste là. Donc là on le voit, il nous reste pas grand chose, il nous reste les rotules avant à remonter, il nous reste le barreau de boîte, ce que j'appelle le barreau en fait, hein, ce qui traverse la boîte et le différentiel central. On a ensuite tout ce qui est cardan et ensuite on a le câble, le support câble de vitesse, etc. à remonter au niveau de la boîte de vitesse, que vous l'avez vu. Actuellement, le support de câble de vitesse, il est au fond là-bas, il n'est pas fixé sur la boîte, donc on va devoir fixer tout ça. Donc après avoir remonté tout ça, il nous restera juste le support moteur, vous savez, en dessous de la voiture à remettre, et on pourra commencer à remonter les fluides. Ce support-là, je viendrai moi personnellement le remonter plus tard, après avoir remis les fluides en place, etc., pour être sûr que ça ne me gêne pas pour pouvoir remonter tout ça. Et puis ensuite on pourra remonter piping, batterie, etc. Donc là, du coup, la nouvelle étape, c'est simple, c'est qu'on va remonter le fameux barreau qui traverse la boîte et qui va jusque dans, tout simplement, le différentiel. Donc là, voilà, on va bien renettoyer une dernière fois, du coup, ce cardan qui traverse la boîte et qui va jusque dans le différentiel, et on va pouvoir remonter tout ça. Donc là, vous le voyez peut-être, je suis venu graisser avec de la graisse lithium le barreau de manière à ce que ça soit plus simple à enquiller. Donc là, normalement, au début, il devrait y aller tout seul, vous voyez. Et là ensuite, vous voyez, j'arrive à un moment où ça bloque un peu. Je peux pousser, sauf que là, quand je pousse, vous voyez, je suis coincé. Donc là, c'est le moment où on va devoir prendre un petit marteau et on va pouvoir venir tout simplement taper dedans de manière à l'enquiller parfaitement jusqu'à ce que il vienne plus à la main, hein, tout simplement, puisqu'il faut qu'on passe le fameux petit circlip. Donc là, on peut remettre le cardan. Donc on va venir le glisser à sa place là-bas au fond. N'oubliez pas qu'il était entre guillemets enquillé de force, donc vous allez galérer un petit peu à le remettre en place, c'est normal. Faut pas trop s'inquiéter. Donc là, maintenant qu'on a remonté les cardans, prochaine étape, une fois qu'on a tout bien serré, vérifier qu'on a tout serré, c'est venir re-remplir le bidon d'AYC, puisque là vous voyez, je suis au minimum du minimum, je suis tout en bas et on devrait être tout en haut. Donc là, évidemment, on va venir remplir à nouveau notre bocal d'AYC en remettant du coup du liquide rouge. Donc du coup je disais, ce bidon, pourquoi il va bien? Parce que c'est de la TF4, c'est la norme qui est à respecter. L'idée c'est qu'on se mette un tout petit peu au-dessus du maximum. Vous allez voir pourquoi, puisqu'on va venir déclencher la pompe avec la batterie, de manière à ce que tout simplement le circuit se purge assez facilement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bientôt pouvoir rebrancher la batterie. Avant de faire tout ça, évidemment, on va venir remettre de l'huile de boîte et de l'huile de différentiel central, de manière à ce que on ne vienne pas démarrer ou en tout cas mettre un coup de contact sans huile dans les différents éléments. Alors, pour ce qui est du coup du remplissage du différentiel central, on doit venir mettre jusqu'à ce que ça déborde en fait au niveau du petit trou là-haut. Donc moi j'ai ma petite pompe et on va pouvoir tout simplement pomper jusqu'à ce que l'huile arrive, en commençant à en mettre comme ceci. Et donc en fait dès que ça va commencer à couler par le trou là-haut de remplissage, c'est que on est à niveau normalement. Alors moi, j'ai mis la voiture du coup bien à niveau, de manière à ce que je sois le plus droit possible et donc que du coup, j'ai pas d'écart avec tout simplement le devant et l'arrière de la voiture, pour que si jamais l'huile décide de couler, que ça me dise bien que je suis à niveau et pas que c'est tout simplement la différence de hauteur de la voiture qui fait que l'huile coule par le remplissage. Donc là, vous voyez, ça commence à ressortir. Voilà, vous voyez, ça va commencer à couler de plus en plus. Vous voyez, là, voilà. Là, on sait qu'on est plein.
Donc là, on peut s'arrêter. Voilà. Tranquillement. Et on peut venir remettre la vis pour refermer le remplissage. Voilà. Et donc là, du coup, on va pouvoir venir serrer cette vis-là au couple. Donc pour ce qui est du serrage au couple, on est à 32 Nm de couple pour le bouchon de vidange, pour aussi le bouchon de remplissage. Et donc petit coup à la dynamo. Voilà, vous voyez, c'est très rapide. Pas besoin d'aller plus loin. Et voilà, on est donc serré pour la boîte de transfert et elle est remplie d'huile. On va pouvoir du coup faire la même chose maintenant pour le moteur et on pourra commencer la procédure de purge de la YC. Donc pour ce qui est de la boîte de vitesse, on remplit par ici et on doit venir mettre 3,8 litres d'huile dans la boîte de vitesse. Donc là du coup, moi je dois faire 1 litre par 1 litre. Donc on va commencer tout doucement par mettre le premier litre. Et donc même chose que pour le différentiel, on est censé avoir au bout des 3 litres 8 de l'huile qui commence à couler par le bouchon de remplissage. Ça veut dire qu'on est tout simplement à niveau et que on n'a plus besoin de mettre d'huile. Ok, alors du coup, ça y est, j'ai remonté une partie de la voiture, vous le voyez derrière moi. J'ai remonté le piping rapidement, histoire que le mélange air-essence soit pas complètement pourri, et puis surtout pour enlever tout ce qui est remettre les durites au bon endroit pour éviter qu'il y ait une prise d'air. Vous voyez, rien n'est fixé, même au niveau de la batterie ici, c'est pas mis correctement, il y a des capteurs qui sont pas rebranchés, enfin bref, c'est tout un bordel, c'est normal. C'est normal que ce soit comme ça, c'est juste pour tester. J'ai remonté rapidement du coup la patte qui tient le sélecteur de vitesse pour que je puisse passer les vitesses. Et on va pouvoir du coup tester l'embrayage. Vous le voyez, j'ai encore l'ancien récepteur sur la boîte ici que je vais remplacer par un neuf évidemment. Mais pour le moment, vu que lui est purgé, je vais utiliser celui-ci pour m'assurer que les vitesses passent bien. J'ai remonté du coup, donc on a remis les fluides au niveau de la boîte. Là, j'ai attendu une nuit complète, donc on voit qu'il n'y a pas eu de fuite en attendant pour le moment. Les cardans sont remontés, alors ils sont pas serrés, mais ils sont remontés. Tout est fixé. Pareil pour le différentiel, pour l'instant on n'a pas de fuite. Maintenant ce qu'on va venir faire, et c'est la partie qui est un petit peu compliquée, c'est de venir purger la YC, puisque en enlevant le différentiel central, on est obligé d'enlever la durite qui contient le liquide hydraulique qui nous permet de gérer la YC et la CD. Donc ça va se passer dans le coffre, et dans le coffre on va devoir venir remettre du liquide du coup de pompe à YC, et on va devoir faire une procédure pour venir tout simplement purger l'air qui s'est installé en tout cas dans notre différentiel et dans le tuyau qui va de l'arrière de la pompe jusque différentiel central. Donc je vais vous montrer comment on fait, c'est très simple. Déjà dans un premier temps, on s'assure que le niveau de notre bocal est bon, donc ça on l'a fait hier, donc ça c'est ok. Maintenant ce qu'on va faire, c'est se rendre dans la voiture. Donc une fois qu'on est dans la voiture, on va tout simplement venir mettre le contact. Voilà. Donc là les pompes vont se déclencher. Et là, en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est venir, alors, vous allez rien voir, mais venir appuyer sur la pédale d'accélérateur et vous allez entendre la pompe à YC qui va se déclencher. Voilà, vous voyez, je suis resté appuyé sur la pédale d'accélérateur pendant tout le temps que la pompe tournait. Si on vient à l'arrière, on voit que la pompe, elle a bu du liquide AYC, que je suis au minimum. Donc là, je vais en rajouter un tout petit peu, de manière à ce que quand la pompe est pleine, j'ai quand même un petit peu de liquide, voilà. Donc là, dans l'idée, on pourrait croire que c'est purgé, c'est bon, il n'y a aucun souci. Il va quand même falloir venir passer sous la voiture, et je vais vous montrer ce qu'il va falloir faire. Donc là, sous la voiture, vous avez une petite vis de purge juste ici, qui va être à ouvrir lorsque quelqu'un vient appuyer sur la pédale d'accélérateur pour venir tout simplement activer la pompe. Donc l'idée, ça va être d'enlever le petit capuchon noir ici, venir ouvrir la vis de purge, demander à quelqu'un de venir appuyer sur l'accélérateur pour déclencher la pompe, et l'air qui s'est introduit dans le système devrait ressortir par ici. On n'est pas obligé de purger le pont arrière puisqu'il était déjà purgé, il n'y a aucun souci. On a juste besoin du coup de venir ouvrir cette vis de purge pour venir
purger le liquide. Donc une fois qu'on aura fait ça, la pompe à YC sera du coup forcément purgée et on n'aura plus aucun souci au niveau du tableau de bord ou du système 4 roues motrices. Mais bon, pour le moment, on n'a pas besoin de ça pour démarrer, on peut venir démarrer sans forcément que la pompe à YC soit purgée, surtout que vous avez vu, hein, moi je suis venu mettre des coups d'accélérateur pour mettre en pression la pompe justement et essayer de faire sortir le plus d'air possible. Mais tout seul c'est pas facile, il faut vraiment être deux. Donc là on va démarrer et on va voir si les vitesses passent correctement avec la voiture qui démarre lorsque le moteur tourne, puisque passer les vitesses à l'arrêt et s'assurer en tournant les roues que les vitesses passent, c'est bien, mais il faut quand même le faire moteur tournant pour être sûr et vérifier qu'il n'y a pas de bruit un petit peu bizarre aussi qui pourrait nous indiquer un mauvais montage ou quelque chose qui n'est pas serré ou plein d'autres possibilités. Donc là on va venir démarrer tout simplement la voiture et vérifier tout simplement que les vitesses passent bien. Donc là du coup on va venir appuyer sur notre pédale d'embrayage, on va pas venir mettre de vitesse d'abord, on va essayer de démarrer sans et on va vérifier tout simplement qu'il n'y ait pas de bruit. Donc je relâche la pédale. Ok, je vais venir appuyer sur l'embrayage. Tout va bien, on va venir mettre une première. Tout va bien aussi, je lâche la pédale. Nickel. Devant ça tourne, quand j'appuie sur la pédale ça relâche. Quand je relâche, en tout cas, voilà, on sait maintenant que les vitesses passent, donc on va pouvoir remonter tout le reste à côté et venir tout simplement profiter de son nouvel embrayage. Donc là, moi j'ai encore plein de choses à faire, vous avez vu, j'ai remonté qu'une petite partie de la voiture, donc il va falloir que je m'occupe de tout ça, mais ça, voilà, ça fait pas partie de la vidéo, c'est perso, donc clairement, vous n'avez pas besoin de voir tout le remontage, surtout que moi je vais venir tout simplement modifier mon faisceau, enfin voilà, bref. Donc là, du coup, prochaine étape, ça va être de purger la YC, et de venir remonter les dernières petites pièces, notamment le support moteur inférieur central, je sais pas trop comment on peut l'appeler, mais en tout cas voilà, on va pouvoir remonter ce dernier truc, ce dernier support moteur et venir resserrer les cardans, etc. Donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à remonter le support moteur du coup inférieur qui se fixe au niveau de la boîte et venir tout simplement serrer les cardans et on aura normalement fini de remonter la voiture. Il nous restera juste, pour ceux qui ne sont pas allés aussi loin que moi dans le démontage, remonter uniquement l'admission et potentiellement votre batterie. Moi j'ai encore du coup tout le faisceau à m'occuper, vous le voyez il est un petit peu démonté parce que je vais changer 2-3 petites choses, mais dans l'idée si vous n'avez pas touché au faisceau, vous êtes prêt du coup à remonter la voiture, il restera juste à purger la YC, pour ça il faut être deux, mais dans l'idée voilà, on a fini du coup de remonter tout ça. Donc là on va remonter dans un premier temps le support moteur inférieur et ensuite on viendra remonter les cardans. Donc pour les cardans, ne vous faites pas avoir, vous avez une rondelle à mettre avant l'écrou de cardan et cette rondelle elle a deux spécificités, elle a un côté qui est plat et un côté qui est, on va dire, un peu ovale, donc il faut mettre la partie plate de la rondelle de l'écrou de cardan contre le moyeu. Ne vous trompez pas de sens du coup au remontage et ces écrous de cardan viennent se serrer à 226 Nm de couple, c'est beaucoup. Donc là, du coup, on est venu remonter le support moteur, les écrous de cardan, il nous reste plus tout simplement qu'à venir purger la YC. Donc pour purger la YC, vous avez deux possibilités, soit vous le faites tout seul et ça peut être un petit peu compliqué, soit vous avez quelqu'un qui vous aide. Donc si vous le faites tout seul, ce que je vous conseille personnellement, c'est de venir soit bloquer la pédale d'accélérateur à l'intérieur de la voiture, soit tout simplement vous bloquer au niveau du papillon. Le plus simple évidemment c'est d'être deux, puisque quand vous allez mettre le contact, il va falloir vite aller en dessous de la voiture et venir ouvrir la vis de purge ou la refermer. Si vous êtes deux, il y a quelqu'un qui vient mettre le contact, qui appuie sur la pédale à fond. Vous, en même temps, quand vous entendez la pompe, vous ouvrez la vis de purge et ce sera beaucoup plus simple et ça vous évite de faire des allers-retours. Ouais, vas-y, mets le contact. Donc tu fais deux crans, voilà. Et là maintenant, tu appuies sur la pédale accélérateur, vas-y. Ok, coupe le contact. Ok, vas-y, mets le contact. Accélère. Ah ouais, j'ai eu de la bulle là.
Bon, et bien ça y est, on arrive enfin sur la fin de ce gros chantier qui est remonter une boîte de vitesse et un embrayage sur sa Lancer Evo. Là, ça y est, du coup, on a purgé le pont AYC, vous l'avez vu, en tout cas le pont central. Donc là, j'ai plus d'air qui coule lorsque je viens actionner la pompe. On va voir si ça fonctionne. De ce que j'ai pu voir sur les forums, etc., c'est une procédure qui fonctionne. Donc on va tester, et puis bah, si ça marche pas, je vous l'écrirai quelque part. Si je vous le montre, c'est que ça marche, donc normalement, il n'y a aucun souci. Là, ce qui nous reste à faire, vous le voyez peut-être, c'est resserrer du coup les cardans et remonter les rotules de direction au niveau des triangles pour me permettre tout simplement de pouvoir venir remonter les roues, poser la voiture et venir tester si la voiture passe bien les vitesses ou non une fois au sol et voir tout simplement ce que ça donne au niveau du feeling de l'embrayage. Voilà. Pour rappel, les écrous de cardan se serrent à 220 Nm de couple. Moi, je suis un peu deg parce que j'ai perdu le gros carré qui vient m'adapter la douille de 32 sur la douille de 32 du coup. Donc je vais pas pouvoir y serrer au couple aujourd'hui, mais je le ferai plus tard, c'est pas grave. Là, je vais y serrer bien fort autant que je peux, et puis je viendrai serrer ça au couple plus tard quand j'aurai retrouvé l'adaptateur. Et aussi, ce qu'il faut que je pense, c'est de remettre les biellettes de bar stab avant, puisque je les ai changées, puisque celles que j'avais étaient complètement mortes. Donc je les ai commandées chez Mitsu, elles sont arrivées. Et donc du coup, il va falloir que je remonte ça aussi. Voilà. Ensuite, la voiture pourrait être reposée sur ses roues, on fait un test, on regarde si ça marche, et je pourrais remonter le pare-choc et tout ce qui reste dessus. Allez, c'est parti. Pouah, comment elle est basse, j'avais oublié. J'avais oublié qu'elle était aussi basse. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais regardez, mon pied, il passe à pas grand-chose de l'échangeur. C'est incroyable. J'avais complètement oublié qu'elle était aussi basse. Et d'avoir le radiateur d'huile qui est à 2 points de la route, c'est juste incroyable. Donc là, vous le voyez, la voiture, du coup, est remontée en partie. Et donc, on va pouvoir venir tester désormais, et bien tout simplement, la voiture, voir si tout se passe bien. Alors bon, on l'a déjà testé la dernière fois, on a vu que ça marchait. Donc là, voilà, on va voir ce que ça donne, mais j'avais oublié qu'elle était aussi basse devant et derrière, pour vous dire. C'est ouf. Et encore, si je pouvais la rabaisser, je le ferais. Pour être le plus bas possible, pas pour une question de style, mais une question tout simplement de tenue de route. Le problème, c'est qu'avec la géométrie, pour le moment, je peux pas, la géométrie des bras, je parle, je peux pas plus la rabaisser, mais sinon, voilà, j'aurais encore plus rabaissé. Déjà que ça frotte un petit peu, j'avoue que je pense que j'aurais réfléchi 2 fois, mais regardez ce look incroyable. Donc là, du coup, on va tester tout ça. Et c'est parti, moment de vérité, les gars. Alors, je vais essayer de vous caler avec moi. 1 mois de travaux. J'espère tellement que ça marche. Je serais tellement dégoûté que ça ne marche pas. Voilà. Allez, je démarre. Embrayage. Marche arrière. Ça avance. Ça avance aussi. Marche arrière. L'embrayage, à mon avis, il faut que je le règle un petit peu parce qu'il est un poil trop haut, je dirais. Le volant moteur fait du bruit à mort, ça on me l'avait dit. Pourtant, j'avais déjà celui-ci avant. Mais c'est vrai qu'il faisait... J'ai calé. Il faisait déjà un petit peu de bruit. Incroyable, les gars. Troisième. 5e. Marche arrière.
Yes, ça a l'air de marcher. Bon, je vais relâcher la pédale, ça fait un bruit de fou dès que j'appuie sur la pédale. Mais les gars, ça marche. J'ai jamais fait ça de ma vie sur une Evo et c'était un chantier incroyable. Ça m'a pris plus d'un mois pour vraiment que vous vous rendiez compte de tout ça. J'ai refait plein de choses évidemment, mais ça m'a pris plus d'un mois. Je suis tellement content, les gars. C'est incroyable. Je vais la laisser un petit peu tourner parce que mine de rien, du coup, ça fait un mois qu'elle n'a pas tourné. Je pense que ça va lui faire du bien. Là, je la fais volontairement chauffer. Pourquoi je la fais volontairement chauffer? Tout simplement pour me permettre de voir si à chaud, un petit peu à chaud, il y a des fuites au niveau de la boîte, du pont, etc. Si jamais il y a des choses à resserrer. Normalement, tout a été serré au couple, donc il n'y a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Donc là, voilà, ça y est, ça roule, ça passe les vitesses. Reste plus qu'à aller tester tout ça du coup sur route. Donc là, je remonterai le strict nécessaire pour repartir sur la route, tester un petit peu tout ça, voir si les vitesses passent bien. Et si c'est le cas, je pourrais tout simplement... si c'est le cas, je pourrais dire que ça y est, c'est officiellement terminé et que j'ai remonté l'embrayage sur ma voiture. Allez, je vous donne un petit son de dump valve. Ça fait plaisir. Si je trouve l'accélérateur. Voilà. Pas de voyant en tout cas, donc c'est pas mal. Et puis évidemment derrière, ça ronronne comme il faut. Bon bah ça y est, hein, du coup vous avez vu, j'ai pu rentrer la voiture, j'ai pu la sortir, la rentrer, j'ai passé un peu toutes les vitesses, ça a l'air de marcher. Donc je suis très très content de ça. Franchement, voir que toutes ces heures de travail, parce que j'ai passé du temps hein, sur cette voiture depuis un mois là, de voir que tout ce temps que j'ai passé, ça paye enfin ses fruits et que ça fonctionne. Franchement, je suis très très content et très fier de moi, parce que mine de rien, c'est pas un job facile. Et j'ai décidé de relever le défi et ça a plutôt bien réussi. Voilà, donc je suis super super content les gars. Franchement, vous imaginez même pas. Donc là, la voiture a chauffé. On va voir s'il y a une fuite quelque part. Normalement non, tout a bien été remonté, tout a été serré au couple. Il n'y a pas de raison que ça fuit. Mais putain, ça fait vraiment bizarre de la voir à nouveau au sol et de la voir aussi basse dans le garage. Parce que bah avant, elle était le nez de la voiture était à peu près ici. Donc vraiment, de la revoir enfin à sa hauteur, on va dire, normale, c'est hallucinant. C'est... Alors ça sent le chaud, ça sent plein de choses, mais en même temps, il y a eu tellement de choses qui ont volé sur la ligne, enfin sur la downpipe, etc. C'est pour ça que ça sent un peu bizarre. Vous n'avez pas l'odeur, heureusement. Donc là, évidemment, ce que je vais faire en fin de vidéo, là, donc juste après avoir fait le test routier avec vous, c'est tout simplement de vous dire exactement le prix que ça peut vous coûter si vous le faites vous-même, parce que bah, en garage, ça peut monter très très vite. Déjà, quand vous allez voir le prix des pièces, vous allez vous rendre compte que si vous le faites faire par un garage en plus, ça peut revenir très très cher. Donc je vous donnerai la facture exacte que j'ai payée. Vous aurez exactement au centime près, en tout cas au jour où j'ai fait la vidéo, le montant de toutes les pièces dont vous avez besoin. Je compte pas les choses que moi j'ai rachetées pour remplacer des trucs qui étaient un peu HS, biellette de Marstab, etc. Ça j'y compte pas, je vais compter uniquement le nécessaire pour l'embrayage et je vous dirai exactement combien tout ça m'a coûté juste après. Donc là, on vérifie. Demain, je fais un test routier, on voit si tout passe bien, si toutes les vitesses passent, on remonte tout ça, et je pourrais vous dire combien tout ça, ça m'a coûté. Allez, let's go.
sensitized, feeling weaker as I stumble around. Get out of my mind. Get out of my Donc eh bien, ça y est, on a enfin remonté la voiture. Moi, j'ai fait plusieurs kilomètres déjà pour vous confirmer que ça fonctionne bien à 100%. Donc je suis très content. La voiture est juste derrière moi, vous le voyez. Voilà. Personnellement, j'ai pas eu de soucis d'embrayage suite à tout ce qu'on a refait. J'ai juste légèrement réajusté la pédale dans la voiture de manière à ce que l'embrayage soit moins haut, j'ai eu aucun problème, donc ça veut dire que le remontage s'est bien passé et qu'on a tout remonté correctement. Donc là, comme je vous ai dit au milieu de la vidéo, je voulais vous faire tout simplement le listing des pièces et du prix que ça m'a coûté pour faire une opération de ce genre-là sur une Lancer Evo. Évidemment, c'est les prix des pièces, j'ai pas la main d'œuvre personnellement puisque c'est moi qui l'ai fait tout seul. Évidemment, je peux pas vous donner le prix en garage. Donc là, il va falloir voir ce que ça peut vous coûter éventuellement en garage. En tout cas, là, vous avez déjà une idée du prix des pièces que ça va vous coûter. Donc vous pouvez du coup un peu déduire le prix que vous allez devoir payer directement dans un garage. Donc, personnellement, l'embrayage, j'ai pris un Excedi Twin Disc stage 4, soi-disant. Donc c'est en fait tout simplement un 6 patins amorti que vous avez dans ce kit. La référence c'est MM022HD. C'est un embrayage qui était déjà monté sur la voiture et qui est monté par énormément de personnes sur les Lancer Evo. Le prix de cet embrayage TTC sans la livraison, c'est 2249 €, donc vous devriez payer à peu près ce prix-là aussi, si vous aussi vous achetez cet embrayage. Ensuite, pour aller avec l'embrayage, eh bien tout simplement, il faut remonter une butée d'embrayage qui est neuve, c'est recommandé, et la butée d'embrayage, comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est une butée d'embrayage d'origine, donc le prix de cette butée d'embrayage va varier. Du coup, la butée d'embrayage devrait vous coûter aux alentours des 104,50 € chez Mitsubishi. Donc en fait, entre 90 et 110 € TTC dans les magasins. Moi, personnellement, je l'ai touché à 90,11 €. Ensuite, vous avez les vis de volant moteur. Vous devez les changer à chaque fois que vous les démontez. Il y a 7 vis qu'il faut acheter pour remonter son volant moteur. Et donc, ces vis-là, c'est à peu près 4 € la vis TTC. Donc, vous faites 7 x 4, ça vous donne 28. Donc, vous en avez pour 28 € TTC pour les 7 vis du volant moteur. Une fois que vous avez toutes ces pièces, eh bien, il va falloir acheter d'autres choses encore. Il vous faut du liquide pour le circuit AYC, si évidemment votre voiture a l'AYC dessus. Vous avez besoin en général que d'un seul bidon d'1 litre. Moi personnellement c'est de la Motul ATF et c'est donc 13 € le bidon si vous aussi vous achetez
la même marque. Voilà, moi en tout cas je vous la conseille, il n'y a aucun problème et tout le monde met ça. Au niveau de l'huile de pont et de boîte, la plupart du temps c'est de la LS300 en motule qui est montée, c'est 21 € le litre. Vous en avez besoin de 5 puisque vous avez besoin de mettre 3 litres 8 dans la boîte et 1 litre dans le différentiel central. Donc vous avez besoin de faire 21 x 5 bidons d'huile, donc vous en avez pour à peu près 105 € TTC. En ne prenant que ça, vous en avez pour à peu près 2500 €. Vous êtes à 2499 normalement euros TTC sans la livraison des pièces, donc ça vous fait 2500 € de pièces juste pour remonter votre embrayage. Personnellement, moi j'y suis allé, j'ai eu un petit peu plus de chance. J'ai eu, comme je vous ai dit tout à l'heure, mon embrayage au lieu de 2249 € TTC, je l'ai eu à 1772,51 €, ce qui du coup, moi personnellement, m'a fait descendre le montant total à 2000 € et 97 centimes. Avec tout ça, moi personnellement, je suis venu évidemment racheter 2 écrous, 2 cardans, ainsi que les petits pins qui viennent bloquer les écrous de cardan pour ne pas qu'ils se desserrent. J'ai acheté aussi un nouveau bouchon de vidange pour la boîte et 2 bouchons de vis, en tout cas 2 vis de remplissage de boîte et de pont. Donc du coup ça a fait monter un petit peu le prix. Voilà, donc moi j'en ai eu pour 2061,97 €. C'est pas mal, mais c'est toujours mieux que 2500 € et c'est évidemment si vous prenez le même embrayage. Il y a des embrayages qui sont un petit peu moins chers et c'est dans un scénario où vous voulez remplacer aussi le volant moteur. Si vous avez votre embrayage encore qui est d'origine et vous avez le volant moteur d'origine, pas comme moi, il vous suffit tout simplement de racheter juste un disque et le mécanisme d'embrayage et la butée, etc. Mais personnellement, moi j'avais déjà du coup cet embrayage que j'ai monté sur la voiture. Donc je ne pouvais pas repartir sans embrayage d'origine parce que j'aurais dû racheter le volant moteur et tout ce qui va avec l'embrayage, et en fait ça m'aurait coûté quasiment 2000 € aussi, donc quitte à faire, autant rajouter 20 € de plus et avoir un embrayage qui est renforcé et qui peut tenir un petit peu plus de puissance que prévu. En tout cas voilà, c'est le moment pour moi de vous remercier d'avoir regardé cette longue vidéo qui m'a pris plusieurs mois à faire. Ça peut ne pas paraître, mais déjà juste pour faire la mécanique ça m'a pris plus d'un mois, ou un mois, et ensuite le montage, etc. Cette grosse vidéo que vous êtes en train de regarder, ça m'a pris aussi plusieurs mois à faire, donc j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et de mettre un petit commentaire. Les commentaires, vraiment, ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Donc, si vous pouvez laisser un petit commentaire, même si c'est juste un emoji pouce ou peu importe, ça aidera réellement la chaîne à se développer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Restez à l'affût puisque les prochaines vidéos qui arrivent, normalement, c'est de nouveaux projets, des choses qu'on n'a pas encore vues sur la chaîne, et j'espère honnêtement vraiment que ça va vous plaire. En tout cas, c'est du très très lourd, je vous le garantis. Donc restez connectés, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!